Bonjour, avant le procès Papon, les plus jeunes d'entre vous n'avaient peut-être jamais entendu parler de la manifestation du 17 octobre 1961 en pleine guerre d'Algérie à Paris. Plusieurs dizaines de morts au moins, plusieurs centaines peut-être, certains jetés à la Seine par des policiers en fureur. Comment un tel massacre commis en plein Paris a-t-il pu ensuite tomber dans ce qu'il faut bien appeler un trou de mémoire médiatique? C'est ce que nous nous demanderons dans cette émission. Et nous nous le demanderons d'abord en compagnie de Jean-Luc Hénaudy, qui est l'auteur du livre de référence qui aujourd'hui fait autorité sur ce que vous appelez, c'est le titre de votre livre, La bataille de Paris, cette manifestation et sa répression du 17 octobre 1961. C'est publié au Seuil. Constantin Melnick sera face à vous. Constantin Melnick, vous étiez à l'époque au cabinet du Premier ministre, Michel Debré, vous étiez son conseiller pour les questions de sécurité, et vous donnez votre version de cette manifestation du 17 octobre dans votre propre livre de souvenirs consacré à votre activité à Matignon. Ça s'appelle 1000 jours à Matignon, c'est paru il y a quelques années, c'était chez Grasset. Enfin, Daniel Mermet, dont les auditeurs de France Inter connaissent bien la voix, à défaut du visage, qui se trouvait ce jour-là au cœur de la manifestation, le 17 octobre, et qui nous livrera ses réflexions. C'est Colombe Schneck qui a enquêté sur ces images de ce trou de mémoire médiatique. Et enfin, avec Benoît Van Ostien, nous arrêterons sur quelques autres images d'actualité, à commencer par une affaire d'espionnage sur laquelle France 2, cette semaine, nous livrait une exclusivité. Comme dans un roman, les documents ultra secrets étaient enfermés dans un vulgaire sac poubelle, déposé en rase campagne. Pour indiquer que la voie était bien libre, l'espion jetait quelques pelures d'orange, un peu plus loin. En guise d'accusé de réception, l'officier du KGB laissait tomber, lui, un paquet de cigarettes, vide. Alors ça c'est France 2, TF1 avait aussi sa piste, Benoît. TF1 avait sa piste et était également allé à la campagne. Il y avait à peu près les mêmes détails, le sac poubelle, les pelures d'orange. Ça différait un petit peu sur le paquet de cigarettes, il y avait un détail supplémentaire. Et la livraison se faisait au pied d'un poteau électrique, comme celui-ci. Puis, pour signaler que la boîte aux lettres était pleine, Temperville éparpillait 500 mètres plus loin des pelures d'orange. 30 minutes plus tard, un paquet de cigarettes plié en deux indiquait que le KGB avait ramassé le courrier. Paquet de cigarettes plié en deux, disait le commentaire. C'est une très légère différence. Alors on peut voir sur l'image qu'on a un panneau qui nous indique Limours. C'est vrai que les deux chaînes étaient allées à la campagne. Pour économiser un peu d'argent, France 3 avait décidé de mettre la campagne à la ville. Pour signaler que le paquet était disponible, l'agent jetait ensuite des épluchures d'orange au pied d'un certain réverbère d'Orsay. Alors c'est vrai, économie sur le trajet, mais l'argent qu'on n'avait pas mis dans l'essence, on l'avait mis ailleurs. Je ne sais pas si vous avez noté sur France 3, un espion, même en mission, prend le temps d'éplucher lui-même son orange. Absolument, un petit souci de détail. On n'épluchera jamais assez loin les images de télévision. France 2, dans son journal de TF1, nous présentait un dossier sur un véritable sujet de vie quotidienne, le bruit. Le bruit, c'était un dossier vraiment très très pratique. Et grâce à Patrick Chêne et un petit objet, un petit ustensile, on était vraiment partout à la fois et on était allé chasser les nuisances sonores. Mais rechercher le calme à la campagne est bien souvent à l'heure, la preuve avec ce mesureur de bruit. Et de toute façon, le silence absolu n'existe pas, même dans le repos éternel. D'ailleurs, le bruit de l'univers mesuré dans le désert s'élève déjà à 15 décibels. Voilà, mesureur de bruit que nous avons en main d'ailleurs et que nous manipulerons. Voilà, un appareil très utile. Un appareil très utile. Et le commentaire nous disait la preuve avec ce mesureur de bruit. Alors ce qu'on peut noter sur l'image, c'est que l'appareil que tient Patrick Chêne sur le plateau, c'est qu'il y a un petit micro. On ne détecte pas les bruits sans micro. Alors il y avait une petite image qui nous a intéressé, la dernière du sujet. C'était cette image mystérieuse un petit peu. On se croirait sur un tapis volant. Sur France 2, c'est que le micro avait disparu. Voilà, là on mesure le bruit dans le désert. On mesure le bruit dans le désert, sans micro, donc effectivement c'est normal que le désert soit assez silencieux. Alors il y avait une autre image juste avant dans le cimetière, c'est quasiment la même image. On passe du cimetière au désert, le bras ne bouge pas, mais là aussi le micro y était sur le cimetière, comme sur le plateau de Patrick Chêne. Alors sur cette disparition du micro, du détecteur de Patrick Chêne au 13h de France 2, Colombe évidemment a enquêté. C'est magique en fait, c'est de la magie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie main, un vrai cimetière, et une vraie image d'une main sur le cimetière. Ensuite, il y a une vraie main,
un vrai désert, mais c'est pas une vraie image. C'est-à-dire qu'on a coupé la main du cimetière, comme ça, toc, 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 toc. Voilà. Mais on a coupé le micro, je sais pas pourquoi. On a redescendu sur la main et on l'a collé, incrusté dans l'image du désert. C'est beau, non? Voilà, c'est-à-dire que alors, vous avez bien compris, le micro n'est pas sur le désert, mais sur une diapositive du désert, ce qui explique peut-être aussi que le bruit soit quand même plus silencieux. Voilà. Sur TF1, depuis la rentrée, on prépare la Coupe du Monde de football. Comment obtenir des billets d'entrée pour le Grand Stade de France, et cela pour la Coupe du Monde de football 98? Le processus n'est pas simple, puisqu'il risque d'y avoir beaucoup plus de demandes que de places offertes. C'est donc un tirage au sort qui désignera les heureux bénéficiaires. Pourquoi déjà un tirage au sort? Parce que je pense qu'il était important de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Alors une semaine plus tard, TF1 revenait sur le sujet. Et on faisait les comptes de cette opération, hein. Mais TF1 n'oubliait pas de reposer la question. Comme on s'y attendait, les amateurs de football se sont littéralement rués sur les billets proposés au public pour les 9 grands matchs du Mondial 98. Alors la solution trouvée par les organisateurs de la Coupe du Monde a été d'organiser un tirage au sort. Pourquoi déjà un tirage au sort? Parce que je pense qu'il était important de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Alors ça, c'était au mois de septembre, hein. Et cette semaine, on a vu que ça a peut-être un petit peu de mal à passer, hein, auprès des téléspectateurs de TF1. Pour ma part, moi, au bout de 2 fois, ça va, je pense que quand même j'ai un petit peu compris. Mais grâce à Patrick Poivre-d'Arvor et toute son équipe, on reposait la question à Michel. Et il y aura donc un tirage au sort dans 2 mois. Procédé moderne, curieux et justifié. Pourquoi déjà un tirage au sort? Parce que je pense qu'il était important de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle au choix le recyclage, le martelage. Vous avez l'air un peu excédé quand même de répondre toujours la même question. Oui, mais il y a une certaine constance dans la réponse. Oui, hein. il ne change pas un mot. Hein. Pardon? Un petit coup de fatigue, peut-être. peut-être. Oui, peut-être un petit coup de fatigue. Toujours sur TF1, on se penchait sur le problème du bizutage et on s'y penchait à Marseille. Au lycée Thiers, après le bizutage de rentrée en classe préparatoire vétérinaire, 14 élèves ont été suspendus pour 14 jours. Une nouvelle enquête de l'inspection générale met aussi en cause le proviseur qui aurait laissé sciemment s'organiser le bizutage. Alors, ce groupe de Marseillais, de jeunes collégiens, lycéens marseillais qu'on vient de voir là, en train de vraiment débattre du bizutage, je pense qu'ils sont vraiment très très concernés par la question, puisqu'un de nos téléspectateurs, par Internet, nous a rappelé que quelques jours plus tôt, il débattait déjà de la question, c'était déjà sur TF1, mais là c'était à Paris. C'est justement aujourd'hui qu'une manifestation avait été organisée devant l'École nationale supérieure des arts et métiers à Paris, à l'initiative de l'UNEFIDE. Les manifestants accusent la direction de l'école de tolérer, voire d'encourager des pratiques inhumaines de bizutage. Voilà, peut-être qu'on les retrouvera la semaine prochaine dans d'autres... Platini pourrait nous parler du bizutage? Absolument, absolument. Il faudra simplement penser à interroger. Avant son hospitalisation à la fin de cette semaine, Maurice Papon avait accordé à la BBC un entretien repris par les chaînes françaises avec des pincettes, mais repris tout de même, notamment sur TF1. Nouvel avatar dans la stratégie de Maurice Papon et de ses avocats, une interview que l'ancien secrétaire général de la préfecture de police de Bordeaux a choisi de donner à la BBC. Pour les Juifs, comme pour toutes les victimes de cette guerre atroce, j'ai le cœur rempli de chagrin et le reste de ma vie est une sorte de chemin de croix. Alors c'est bien une interview à la BBC, hein. TF1 nous le signale, nous le mentionne, mais enfin c'est en français dans le texte et ça ressemble étrangement à une interview accordée à une chaîne de télé parisienne. Alors ce qu'il faut dire, Colombe, c'est que cette interview de Maurice Papon a une histoire. Oui, en fait, ça fait très longtemps que les avocats de Maurice Papon tentent de le convaincre de donner une interview à une chaîne de télévision française pour présenter des excuses publiques. Alors, Maurice Papon a accepté de le faire quelques jours avant le procès et a donné une interview à LCI et à France Inter où il donnait un semblant de ce qui pouvait ressembler à des excuses. Mais LCI et France Inter ont décidé de ne pas diffuser l'interview pour ne pas faire pression sur les jurys. Alors, on peut se demander pourquoi TF1 diffuse une interview qu'ils ont eux-mêmes réalisé quelques jours avant. Ça paraît paradoxal, même un peu. Ils disaient à peu près la même chose. Hein. Oui, c'est un peu le même type de propos. Ça paraît même un petit peu hypocrite. On pourrait même dire. Alors, vous avez posé la question à TF1 et qu'est-ce que vous avez répondu ? Alors, là, il y a une actualité. Alors, il faut comprendre que l'interview a été diffusée la veille sur la BBC et les parties civiles y ont répondu en disant « c'est honteux, Maurice Papon fait de la propagande ». Donc, là, il y a de l'actualité et ça devient l'élément d'un reportage. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Chacun appréciera l'argument. Oui, Daniel Mermet. La voix de la France est à Londres.
Et en plus, c'est un bon symbole de faire la BBC, on l'aurait pas dit. C'est Londres à nouveau, enfin. L'avocat il y a eu manifestement un effet de sens recherché de la part de Papon, le fait de... Chemin de croix, c'est le chemin de croix de Papon. L'avocat de Maurice Papon n'aurait pas donné... C'est un chemin de croix. Pour lui. Très bien, tout ceci nous amène à notre dossier. Alors qu'on aurait pu penser que le procès Papon serait l'occasion d'abord, avant tout, et peut-être exclusivement, de faire la lumière sur la période de l'occupation à Bordeaux. Dans les premiers jours du procès, c'est une autre période et c'est une autre guerre qui a ressurgi, la période des années 60 et de la guerre d'Algérie, pendant laquelle Maurice Papon était préfet de police de Paris. Et à l'intérieur de cette guerre d'Algérie, les débats se sont focalisés sur la manifestation du 17 octobre 1961. Alors on en a entendu parler à la télévision et le premier soir on en a entendu parler essentiellement en entendant la version de Maurice Papon lui-même. C'est en homme d'ordre et de devoir que Maurice Papon se présente et se raconte. Tenir Paris pour le général de Gaulle en 58. Rendre compte à ses chefs sur la torture en Algérie. La manifestation d'octobre 61, les Algériens jetés à la Seine, c'est un règlement de compte interne au FLN. C'est vrai que le 17 octobre, des Algériens ont été jetés dans la Seine, mais il s'agit d'un règlement de compte interne au FLN, avance l'ancien préfet. C'est inimaginable d'avoir accusé les policiers. Alors, règlement de compte interne, c'est la version Papon. Le lendemain soir, les journaux télévisés rétablissaient la vérité historique d'aujourd'hui. Octobre 61, Maurice Papon, préfet de police de Paris, impose le couvre-feu à la population algérienne. Pour protester contre cette mesure d'exception, le FLN appelle à manifester. Le 17 octobre, 30 000 Algériens et leurs familles se rassemblent à Paris. En face, 10 000 hommes chargés de disperser la manifestation interdite. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. L'histoire officielle n'a retenu que 3 morts et 64 blessés. Peu d'images, pas de scandale, pratiquement pas de polémique jusqu'à ces derniers jours. Très bien. Alors ça, le deuxième soir, c'était un récit de la journée qui se rapprochait davantage du récit très circonstancié, heure par heure, qui est fait dans votre livre à vous, Jean-Luc Hinaudi. Alors, dans votre livre, on apprend aussi que cette version servie par Papon à la cour d'assises la semaine dernière de règlement de compte interne au FLN était sa version constante depuis le début de l'affaire. Oui, puisque déjà en 1961, au fond, il y avait deux types d'explications. Dans la nuit du 17 au 18, il y a eu une explication selon laquelle les Algériens avaient ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui avaient dû riposter. Bien, version totalement mensongère, il n'y a eu aucun policier blessé par balle et même officiellement, il y a eu en tout et pour tout un policier qui n'a pas pu reprendre son service le lendemain. Et puis, comme il y avait des corps de retrouvés dans la Seine avant et après, eh bien, il fallait bien expliquer l'augmentation du nombre de corps. Et cette explication, ça a été règlement de compte entre Algériens. C'était l'explication fournie par M. Papon, mais aussi par M. Frey, ministre de l'Intérieur de l'époque. Oui, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Très bien. Alors, version évidemment démentie par les très nombreux témoignages que vous-même avez rassemblés et qui figurent en longueur dans votre livre. Monsieur Melny, quand vous voyez aujourd'hui encore Maurice Papon persiste dans sa version à lui, qui est finalement ces dizaines, ces centaines de morts résultent de règlements de compte dans la communauté algérienne, qu'est-ce que vous pensez? Vous étiez à l'époque au cabinet du Premier ministre. J'étais à l'époque au cabinet du Premier ministre, donc j'ai vécu un peu comme témoin cette nuit qui a été effectivement, et le livre de M. Hinaudi est très bon, c'était une nuit d'horreur. Enfin, plus que comme témoin, comme acteur, vous étiez au cœur du pouvoir de l'époque. J'étais au cœur du pouvoir de l'époque, mais j'avais pas de responsabilité directe sur la préfecture de police. Je ne donnais pas des ordres qui auraient été exécutés par le préfet de police. Le préfet de police était totalement autonome et il était coiffé, comme vous l'avez rappelé, par un ministre de l'Intérieur. En dépit de votre titre qui était conseiller chargé de la sécurité. Conseiller chargé de la sécurité, quand même, il y a le mot conseiller, donc c'est pas un poste de responsabilité et d'action. Cela étant, je regrette quand même que cette affaire revienne au moment du procès Papon, parce qu'il y a une espèce de confusion avec un crime contre l'humanité, alors qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité cette nuit-là. D'accord, mais en un mot,
En un mot, l'envoyé de Papon aujourd'hui, pour lui, la seule explication, ce sont encore les règlements de compte au sein de la communauté algérienne. Je m'interroge, est-ce que Maurice Papon veut maintenir une vérité officielle ou est-ce que Maurice Papon a été mal informé par ses propres policiers? Parce que, vous savez, la préfecture de police est une chose assez bizarre où, quelquefois, les informations ne remontent pas aussi facilement que dans d'autres corps de la police. Jean-Luc Kennedy ? Ça, c'est pas... C'est une hypothèse que vous émettez, mais elle ne tient pas. Parce que, enfin, comment le préfet de police qui était sur place, au cœur des événements, ne serait-ce que dans la cour de la préfecture de police. Enfin, il est à la préfecture, il est dans le bâtiment. Non, il a circulé aussi. Pendant la soirée. Il s'est déplacé, bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Il est même allé au Palais des Sports, parce qu'on parle du 17 octobre. Mais en vérité, ces scènes se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Ces mêmes scènes de violence. Il faut quand même savoir que le 18 octobre, on a tué des gens dans l'enceinte du Palais des Sports. Où étaient internés de nombreux Algériens qui avaient... Il y en avait plusieurs milliers, il y en avait environ 6000. Bon. Et alors, comment peut-on concevoir que le préfet de police n'ait pas été dans la cour de la préfecture de police? Il y a eu là des violences absolument terribles. Beaucoup d'éléments permettent de penser très sérieusement qu'il y a eu plusieurs dizaines d'Algériens tués dans cette cour de la préfecture de police. Oui, encore que ce ne soit pas attesté aussi formellement que des massacres à d'autres endroits de Paris. Il y a plusieurs témoignages de sources policières tout à fait sérieux, notamment, et il y a eu le témoignage de Claude Bourdet à ce sujet, tout à fait sérieux. Alors dire que M. Papon pouvait être mal informé, ça je n'y crois pas. D'accord. Mais la préfecture de police c'est une machine extrêmement lourde. Vous parliez de la cour de la préfecture de police, le bureau du préfet est très loin de cette cour, et elle ne donne pas directement sur la cour. J'ai lu dans des journaux que Papon assistait au massacre de sa fenêtre. C'est tout ça. Il ne faut pas tomber dans un excès inverse, à mon avis. Ça a été horrible, je l'ai reconnu publiquement. Il y avait des massacres dans la cour, vous êtes d'accord? Je n'ai aucun élément d'information. Ça, je ne crois pas qu'il pouvait y avoir des massacres dans la cour. Moi, si vous voulez, ce qui m'a été signalé dans la nuit même, j'avais pas de très bonne relation avec Maurice Papon qui désirait garder l'autonomie de la préfecture de police. Mais j'avais donc j'avais des correspondants à la préfecture de police, et à chaque manifestation, je téléphonais quand même pour me tenir renseigné sur ce qui se passait. Et là, on m'a dit, au cours de cette nuit, il se passe quelque chose d'horrible. D'accord. Monsieur Melnik, vous dites aujourd'hui ça a été horrible. Et dans votre livre, vous dites je n'ai pas honte de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est tout à fait, si vous voulez, c'est le raisonnement tout à fait me paraît logique, parce qu'à l'époque, Michel Vinocq avait publié dans Le Monde un article en disant une nuit d'horreur et de honte. Je dis que c'est effectivement une nuit d'horreur, mais je confirme aussi que c'était une nuit de guerre. Et si vous voulez, dès qu'il y a un acte de guerre et un contre-acte de guerre, vous ouvrez la porte aux horreurs de la guerre. Mais cela étant, je ne crois pas que le gouvernement, si vous voulez, de l'époque, et que je conseillais, puisse avoir honte de cette affaire-là, parce que c'était un dérapage collectif, une espèce de défoulement, j'ai lu ça dans Le Monde, et je crois que l'expression est très juste, une espèce de défoulement d'éléments, à mon avis, incontrôlés de la police parisienne, mais on ne peut pas dire que ce soit au Radour-sur-Glane, ou que ce soit un crime voulu, ou que quelqu'un ait donné l'ordre de tuer. C'est pour ça que je ne peux pas avoir honte de cette nuit. Oui, mais alors, par exemple, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des fausses nouvelles qui circulent sur les ondes radio de la police, disant que les Algériens viennent de tirer sur les policiers. Ça a été absolument faux. Dans le courant de l'après-midi, hein. Dans la soirée. Bien. À aucun moment, ça n'a été démenti, ça. Et bien évidemment, ça a contribué fortement à ce que ça devienne... Non mais attendez, ça va même plus loin, parce que ce que vous racontez dans votre livre, c'est que dans les jours et les semaines qui précèdent le 17 octobre, Papon fait la tournée de plusieurs commissariats, et il laisse entendre à la base policière que si des débordements doivent se produire, ils seront couverts. Oui, mais il connaissait pas l'existence de manifestations à ce moment-là. Oui, ça c'est par rapport au climat de l'époque. Il a eu des paroles qui, au lieu de fermement s'opposer à certaines pratiques qui avaient déjà cours, je vous donnerai un seul exemple, la pratique des comités d'accueil, ce que des policiers appelaient eux-mêmes les comités d'accueil.
Les Algériens raflaient quand ils descendaient des cars, vous aviez 2 rangs de policiers qui les attendaient, et allons-y, on leur tapait dessus avec la plus grande violence. Ça existait depuis déjà longtemps, ça. Bien. Le 2 octobre, lors des obsèques d'un policier, parce qu'il faut le rappeler, c'est un élément tout à fait important, il y a eu 11 policiers qui ont été tués de la fin août au début octobre. Bien, donc évidemment, il y a un désir de vengeance. Ce qui peut faire comprendre le climat. Ben, bien sûr, c'est un élément important de cette situation. Et M. Papon lance dans la cour de la préfecture de police, pour un coup reçu, nous en porterons 10. Et puis, lors d'une visite d'une tournée de commissariat, le même jour, il dit, vous serez couverts. Si vous tuez un Nord-Africain, vous serez considéré comme étant en légitime défense. Le patron qui viendra sur place aura toujours sur lui ce qu'il faut pour que vous soyez en légitime défense. Ouais. Bien. Alors tout ça, ça a été perçu comme des feux verts. Et quand a eu lieu ces rassemblements, ces rassemblements, eh ben, au fond, c'était la première fois qu'ils avaient, ces policiers qui voulaient régler leur compte, ils avaient là une occasion, en quelque sorte, inespérée. Et chez un certain nombre d'entre eux, dès le départ, il y avait cette volonté de régler leur compte. Oui, mais n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Comme vous le dites, il y a une exaspération gigantesque. Clausewitz parle toujours de l'ascension aux extrêmes en matière de guerre. Il y a des psychoses collectives qui se créent. Et surtout, n'oubliez pas non plus qu'il y a quand même 30 000 manifestants. En face, une force de police estimée à 3 000 personnes. Si vous mettez en face... 30 000 manifestants désarmés. 30 000 manifestants désarmés. 7 000 policiers dans les 7 000 policiers. Si vous mettez en place 14 000 policiers et 30 000 manifestants, il se produira fatalement quelque chose, si vous voulez. C'était pas des manifestants. Même parce qu'il y a eu des rafles. Il y a eu des rafles en réalité. On parle des manifestations. Non, c'est des gens qui venaient. D'ailleurs, parmi toutes ces personnes raflées, beaucoup ignoraient cette manifestation. Tout ça s'est préparé clandestinement. Bien. Et il y a eu en réalité des rafles. Il ne faut pas jouer sur les mots, c'était des manifestants. Ils venaient désarmés. Absolument désarmés. Comme manifestation, il y en a eu une. Ouais. Cette manifestation, elle a eu lieu de la République à l'Opéra, et lorsqu'elle revenait pour se diriger vers la République, elle a été doublée par des véhicules de police. Des policiers sont descendus, ont ouvert le feu. Et c'est là qu'il y a eu des morts devant le cinéma, le Rex. Ce que vous voulez dire, d'interdire la manifestation. Si vous voulez, vous dites que c'est des manifestants, mais quand l'ordre est donné d'interdire la manifestation, la police considère comme suspect entre guillemets toute personne. Et je vais vous. Attendez. Oui, mais pour autant, on est dans un état de droit. Oui, mais si vous permettez. Pour rendre les choses plus concrètes pour nos téléspectateurs, je crois qu'il faut en venir à vous, Daniel Mermet, puisque vous étiez au cœur de Paris cet après-midi et cette nuit-là. Il y a quelques années, vous avez livré votre témoignage aux auteurs d'un documentaire britannique. J'étais sur ce pont avec un copain le soir du 17 octobre, et il y avait un groupe de manifestants algériens qui étaient là, et tout d'un coup, on a vu là-bas au bout du pont Saint-Michel, un pack de flics qui prenaient position et qui tout d'un coup, très rapidement, ont chargé. Alors on s'est barré par ici et il y a un Algérien qui a sauté par-dessus cette rambarde et le gars était accroché, il s'accrochait avec ses mains là sur ces éléments-là. Et les types ont tapé. Alors il y a d'abord eu un flic, puis plusieurs qui ont tapé non pas avec leurs bidules, mais avec les crosses de leur flingue, jusqu'à ce que le gars, complètement matraqué, massacré, lâche prise et tombe dans la Seine comme une pierre. Et moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir. Alors, à l'époque où vous voyez ça, vous avez 17 ans ? C'est ça, oui. Quand on voit ça à 17 ans, qu'est-ce qui se passe ? Après, on essaye de l'oublier ou on essaye d'en garder la mémoire vivace en soi ? On ne peut pas oublier ça, évidemment. Qui pourrait oublier une chose pareille, à part le héros du livre de Camus, qui, quand il entend la chute d'un corps, continue de marcher. On ne pouvait pas oublier ça. J'étais là parce que, à l'époque, il y avait des réseaux, comme vous le savez, et la peur, la terreur dans laquelle nous étions de partir en Algérie faisait que nous étions
proche de ces réseaux. Et on avait été alertés de cette manifestation. Et nous étions dans cette manifestation comme de possibles témoins. D'accord. Donc vous voyez ça, vous avez 17 ans. Qu'est-ce qui se passe après, dans les mois, les années qui suivent? Après, contrairement à ce qu'on dit, on dit c'est une journée portée disparue, on n'a pas raconté. On a raconté ce qui s'était passé. Il y a eu quand même le lendemain et les jours qui ont suivi des papiers dans la presse. Il y a eu un certain émoi. On en parlera dans très peu de journaux. Dans un certain nombre de journaux, on en a quand même pas mal parlé. On a le sentiment d'un oubli, plus que d'un véritable oubli. Il faudrait s'interroger, alors ça c'est les cheminements de la mémoire, sur les raisons de ce sentiment d'un oubli au moment où les choses sont revenues effectivement en 80, en 91 et aujourd'hui, c'est les trois dates. Pourquoi est-ce qu'on a oublié? Pourquoi est-ce qu'on a caché ça sous le tapis? Il y a plein de raisons à ça. Il y a Sharon qui recouvre et qui gomme en février 62 cet épisode. D'ailleurs, dans les mémoires, c'est toujours confondu. Il y a les amnisties. Il y a les amnisties nombreuses qui vont suivre les accords de ça. oui. Il y a que les victimes ne parlent pas. Les victimes ne parlent pas, et les familles des victimes ne parlent pas, les enfants ne parlent pas. Il y a un ensemble de raisons. Pourquoi les familles des victimes ne parlent pas? Je ne sais pas exactement pourquoi ne parlent pas. Je crois que c'est des gens qui vivent en France, qui restent en France, qui vivent en France, qui savent très bien que si ils disent mais nos parents ont été massacrés, on va leur dire retournez dans votre pays, ils essayent de s'intégrer, c'est quand même une communauté qui essaie de s'intégrer, et je crois qu'il y a des traits peut-être de la culture, qui fait qu'on ne parle plus de ça, ne parlons pas de ça, on veut oublier, on sait ce que c'est que l'oubli, il faut vivre, on a vécu des scènes épouvantables, des moments épouvantables, il faut vivre. Très bien, alors sentiment d'amnésie ou amnésie véritable, toujours est-il que l'oubli s'explique aussi partiellement, nous a-t-il semblé, par les conditions dans lesquelles, dans les médias du jour même et du lendemain, il est rendu compte de cette manifestation. Voilà par exemple comment le journal télévisé de la chaîne unique de l'époque, en 1961, en rendait compte. Nous vous livrons ces images dans l'état dans lequel nous les avons trouvées. Alors, quand je disais tout à l'heure dans l'état dans lequel nous les avons trouvés, c'est-à-dire sans le son, puisque l'INA a conservé la mémoire des images, en revanche, la bande son a disparu, donc nous ne pouvons pas savoir ce que disait le commentateur. Cela dit, les images en elles-mêmes sont très éloquentes. On voit par exemple que le reportage commence par de très longues prises de vue de magasins cassés, de vitrines brisées sur les grands boulevards, comme pour laisser entendre, Jean-Luc Hénaudi, que la manifestation avait fait des dégâts. Absolument. Parce que l'idée qui ressort, c'est que ces Algériens ont cassé, ont été violents. Absolument. Et en somme, on a rétabli l'ordre. Alors, les scènes de violence policière sont quasiment inexistantes dans ce reportage, à l'exception de cette image-là qu'on voit à l'instant, là où on a l'impression de voir un manifestant qui a subi des violences, mais pour le reste, aucune trace de violence policière dans ce reportage. Alors, ce qu'il faut rappeler, Colombe Schneck, c'est que ça s'explique par les conditions dans lesquelles les journalistes travaillaient à l'époque à la télé. Oui, à l'époque, le directeur de l'information de la RTF, la chaîne de télévision, était nommé directement par le ministre de l'Information, à l'époque Christian de la Malène. C'était vraiment l'homme du ministre. Joseph Pasteur, qui présentait le journal à l'époque, m'a raconté qu'un jour, alors qu'il voulait faire un reportage sur un sujet un peu différent, on lui a dit, quand on fait une journal télévisé, on obéit ou on part. Donc le journal télévisé, c'était ça. Ouais. Puis il y avait Joseph Pasteur aussi invoque le manque de moyens, de reporters, de caméras à l'époque. Les caméras filmaient très mal l'obscurité, qui faisait qu'on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé ce jour-là. Encore qu'on a des images d'obscurité. Vous savez, j'ai un témoignage très précis. Ouais. C'est celui d'un prêtre qui s'appelle Gérard Grange. À cette époque, il était au service de santé des armées. Il était séminariste, et il a vu de ses yeux 9 cadavres d'Algériens dans un local à poubelle du Palais des Sports, des hommes qui venaient d'être tués. Bien, il est sorti de ce lieu d'enfer en voulant révéler tout ça. Eh bien, on ne l'a pas cru, et notamment son oncle, duquel il était très proche, lui a dit « Mais mon petit, si c'était vrai, la télévision n'aurait parlé. » C'était tellement impensable
que même son oncle ne l'a pas cru. Et il en a parlé à d'autres et on ne pouvait pas le croire. Alors, à la télé, à la télé, c'était pas brillant. À la radio, c'était pas plus brillant. Vous êtes un homme de radio. Voilà la manière dont... comment s'appelait France Inter à l'époque? Paris Inter. Oui, c'était Jacqueline Baudrier qui était... Voilà, juste une phrase, la manière dont Paris Inter rendait compte du bilan de la manifestation. Les incidents d'hier soir ont fait, précisons-le, une victime dans la population parisienne, M. Guy Chevalier. 9 membres du service d'ordre ont été blessés, certains par balle. Chez les manifestants, il y a 2 morts et 64 blessés. Absolument effrayant, c'est-à-dire c'est le communiqué de la préfecture de police qui est repris sans l'ombre d'une mise en doute, ni sans être cité comme une source policière. C'est ainsi aussi que la presse écrite reprend les informations. La plupart des journaux reprennent le communiqué de police, 3 morts, et pas plus. L'Aurore, France 3, France Soir, Paris Match reprennent ce communiqué, 3 morts. Voilà. Si vous passez le numéro de match là qu'on a apporté, et qui est tout à fait éloquent, le match de la semaine suivante, titre Nuit de trouble à Paris, sans que, effectivement, il soit fait mention du bilan d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, certains journaux donnent des informations. Oui, le seul en fait à donner des informations, une information complète, c'est Témoignages chrétiens, qui une semaine après publie, le seul à publier les photos d'Élie Kagan, qui est un des rares photographes à être présent. Avec un grand éditorial d'Hervé Bourges. Le temps de Tartuffe, oui. Et puis France Observateur va publier quelques témoignages ainsi que Le Monde. Et il y a un documentaire qui est fait au lendemain des manifestations qui s'appelle Octobre à Paris, qui a été réalisé par Jacques Panigel. Ce film n'a jamais été diffusé à la télévision. Pire, il a été saisi lors de sa première projection. Oui, mais tout ça, il faudrait dire une chose, c'est que tout ça travaillait. Tout ça, nous, travaillait. On savait que le film de Panigel avait été saisi. On savait qu'il y avait un manque. Il y a trop d'infos tue l'info, mais le manque d'infos fait de l'info, fait de la réflexion aussi. Et entre, je ne veux pas faire d'amalgame trop rapide, mais il y a quand même un lien qui va de 61 à 68. Et pendant ces années-là, ce manque d'infos, ce manque de réflexion, ce manque d'honnêteté tout simplement des médias et de l'État, parce qu'il s'agit bien d'une malhonnêteté de l'État, au nom de la fameuse raison d'État, alors que nous n'étions pas en guerre, il n'y avait pas de guerre d'Algérie, il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie. Officiellement, la France n'a jamais fait la guerre à soi-même. Ces derniers jours. Enfin, ça intéresse pas. Il y a un livre qui... Donc il y a un cheminement, si vous voulez, il y a un cheminement dans tout ça. Non, si vous voulez, on parle beaucoup d'une faute de l'État, mais il faut, à mon avis, avoir plus de détachement et penser à l'ambiance du moment. Si vous voulez, l'ambiance du moment, il ne faut pas oublier, c'est que la guerre est en train de se terminer. C'est que De Gaulle est en train de négocier avec la FLN. Et quand vous parlez de l'absence des médias, et moi je constate une chose, c'est que à l'époque de la manifestation du 17 octobre 61, qui malheureusement n'est pas une des seules horreurs qui soit produite pendant cette guerre, tout à fait. Nous étions en train de négocier, et le gouvernement était en train de négocier avec le FLN, et le FLN n'a fait aucun reproche officiel sur la nuit du 17 octobre 61. Les journaux les plus importants n'ont pas, même de gauche, que ce soit l'Observateur, avec lequel vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que je déjeunais régulièrement avec les animateurs de l'Observateur. Enfin, un d'entre eux, pas avec Claude Bourdet. Pas avec Claude Bourdet, dans son dos. Bien sûr. Mais je déjeunais avec François Furet, par exemple, et on n'a jamais fait de reproche là-dessus. Pourquoi cette autocensure alors de la presse de gauche, selon vous? Parce qu'il y avait cette époque qu'il ne faut pas oublier, l'espèce de soulagement que le public ressentait de voir se terminer enfin une guerre qui, quand même, malgré ce que dit M. Mermet, était une guerre réelle et une guerre atroce. Mais c'est pas... Et puis il y avait aussi l'autre chose. C'est ce que dit aujourd'hui M. Mermet, c'est ce que disait à l'époque le gouvernement. Ce qu'il y avait autre chose qui a joué aussi, c'est que le putsch d'avril 61, qui a vu des généraux essayer de s'emparer du pouvoir avec l'appui des parachutistes, datait de 6 mois. C'est-à-dire qu'on savait que la grande épreuve qui attendrait ce gouvernement, elle viendrait de l'extrême droite. Donc il fallait se mobiliser contre les réseaux OAS, se mobiliser contre l'extrême droite. Alors entre ce soulagement de voir arriver la paix et cette peur de la droite, si vous voulez, il y a eu un espèce d'aveuglement collectif que j'explique aussi
peut-être par le fait que, sans faire de la psychanalyse de Présunic, qu'il y a eu un défoulement collectif de la police, mais après il y a eu un refoulement collectif de l'opinion publique sur ces on peut faire d'autres hypothèses, parce que quand vous parlez de négociations, en réalité, elles avaient été interrompues et échouées à Lugrin au mois de juillet. Et il y avait une reprise, secrète des contacts. Et ici, une question. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne quand même. Non, on ne s'éloigne pas, parce qu'une question que je me pose, moi, très sérieusement, c'est de savoir si ce massacre, on a laissé faire, vous dites, on a laissé se défouler, on a laissé se commettre un massacre. On a empêché les gens de ne pas se défouler. C'est pas on n'a pas laissé, si vous Pardon, Monsieur Papon n'a pas empêché quoi que ce soit. Il a laissé faire. Et je me demande si on ne voulait pas, de cette façon-là, rendre impossible la reprise de pourparlers, vous voyez. La police l'hypothèse est intéressante, mais tant qu'à faire, il faut de l'appliquer aux organisateurs de manifestations, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, mais on oublie quand même qu'il y a des gens qui, pour des raisons qui me paraissent tout à fait logiques vue de leur point de vue, qui prennent le risque de lancer 30 000 manifestants dans Paris à un moment extrêmement délicat de négociation. Ça aussi, il faut monsieur. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que ces manifestants étaient pacifiques. Et il faut quand même pouvoir expliquer une chose, c'est comment on débouche sur un massacre face à des manifestants pacifiques. Oh, mais malheureusement, ça s'explique par la nature humaine, c'est que... Oh là, elle a bon dos, la nature humaine. Elle n'a pas bon dos, mais quand vous mettez, comme on disait tout à l'heure, 14 000 éléments de police face à 30 000 manifestants, ils peuvent être pacifiques ou non, dans une guerre atroce où il y a quand même des morts tout le temps. C'est pas pacifique ou non, c'est pacifique tout court. Pas pacifique tout court, mais la police ne s'en rend pas compte. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils se sont habillés beaux. Il y avait une chose... Je sais, c'est très émouvant tout ça, mais... Ils étaient, regardez, les images, je vous le montre, on voit des gens qui sont habillés beaux. C'est un dimanche. Ce sera vendredi, je vous disais les Français musulmans. Alors, c'est une belle journée pour ces gens-là qui habitent dans les bidonvilles aux alentours. Je suis né à côté de ces bidonvilles, monsieur. Je connaissais ces bidonvilles. Voilà des gens qui essayent d'exister, qui essayent d'être présents. Peut-être présents en France, après tout. Ils ont peut-être envie d'être présents à la France. Enfin, ils veulent exister. Mais vous savez, parmi eux, il y avait bon nombre d'anciens combattants. Et vous avez, dès l'époque, dans la presse dont vous parlez, il y a des témoignages. Dans Témoignages chrétiens, dans France Observateur, au Palais des Sports, vous aviez des types qui avaient combattu, qui avaient fait la campagne d'Italie. On prend leurs papiers, on les déchire, leurs papiers de combattants. Je suis dans la continuité de ce que dit Daniel Vermet. Non, mais il y a quand même des choses qu'il faut bien voir aussi, dans cette époque-là, sans justifier les horreurs de cette nuit qui sont absolument condamnables. Mais il faut voir que dans le même temps, vous parliez des Algériens, dans le même temps, quand les Algériens voulaient défiler à Alger, nous les laissions défiler. Juillet 61, il y a eu des dizaines de morts à Alger. Il y a eu des dizaines, mais on les laissait défiler, on a eu suffisamment, suffisamment eu de problèmes avec l'armée. En ouvrant le feu, l'armée protestait, si vous voulez, contre le fait qu'on laissait défiler les Algériens, qu'on n'ouvrait pas le feu, justement, si vous... Juillet 61. Malheureusement, on n'a pas le temps, en 52 minutes, de refaire l'histoire de la guerre d'Algérie, et je le regrette parce que ce serait certainement très intéressant. Je voudrais qu'on revienne une seconde sur le traitement des images. On a vu tout à l'heure comment la télé avait rendu compte de cette manifestation. C'était pas la seule source d'information à l'image. La principale, c'était les actualités cinématographiques diffusées en salle. Béatrice Pignède est allée faire comparer le reportage des actualités cinématographiques de l'époque et les reportages d'aujourd'hui, 1997, procès Papon, à des lycéens du lycée Adam de Craponne. C'est à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Manifestations aussi à Paris, à la suite desquelles de nombreux musulmans résidant dans la capitale étaient mis en état d'arrestation. Plus de 500 d'entre eux étaient aussitôt refoulés par avion et par bateau sur l'Algérie. Au niveau du commentaire, il nous parle de manifestation. On a une musique un peu suspense ou un peu tragique. Et dans les images, on voit pas d'image de ces manifestations, on voit que les images des Algériens qui sont reconduits. Les musulmans de la capitale, mobilisant femmes et enfants, ont voulu protester contre les mesures prises par les autorités françaises pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. C'est clair que sur toutes les images, on voit des policiers qui se battent contre, Gaumont le dit,
c'est vraiment des terroristes, quoi. Ils essayent de justifier un peu le comportement des forces de l'ordre parce qu'ils disent que c'était pour lutter contre le terrorisme. C'est une sorte de justification. On veut vraiment faire ressortir la notion de sécurité. Au cours de heures tragiques, un nombre considérable de manifestants ont été arrêtés, parmi lesquels beaucoup devaient être aussitôt dirigés en Algérie vers leur douar d'origine. Je vois les mitraillettes, là, en s'arrêtant sur cette image. Je vois les mitraillettes, je vois la tête du policier avec la moustache et tout. Je veux dire, il y a une certaine connotation, quoi, qui... Puis, je sais pas, les Algériens, ils sont en ligne, en rang, ils bougent pas. On voit un homme avec un pansement sur la tête. Et on voit, je crois même que c'est le même homme dans les actualités de Pathé. Cet homme qui sort du fourgon et qui a toujours ce pansement sur la tête. Et on se dit que ça a peut-être été plus violent que ce qui a été raconté, quoi. 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Donc quelles sont les différences entre les actualités cinématographiques de l'époque et les actualités télévisées aujourd'hui? Déjà, on nous explique pourquoi cette manifestation, donc le couvre-feu mis par Maurice Papon. On voit les policiers traiter les manifestants comme du bétail, on les voit les jeter par-dessus les barrières. Ils ont jeté les vieux d'abord, et après nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans le noir. Ils ont jeté nous 5 dans l'eau. Dans ce reportage, nous avons les images d'un homme qui nous fait le récit de faits qu'il a vécu. Et donc ça, c'est fait pour nous sensibiliser un peu plus, pour nous concrétiser les événements. Et ça n'apparaît pas du tout dans les reportages de l'époque. Nous n'avons aucune preuve concrète de personne qui fait un récit. On voit carrément un mort couché, les bras en croix avec une tache de sang autour de la tête. Les actualités cinématographiques, c'était des images de jour, alors que dans les images du journal de France 2, ils nous ont montré surtout des images de la nuit, de la manifestation en elle-même. La manifestation est interdite, mais les Algériens passent outre. La répression sera terrible. Maurice Papon mobilise 10 000 policiers, gendarmes et CRS. Il disperse les rassemblements par la force. Plus de 200 Algériens, selon les témoins, ont été tués cette nuit-là. Pour les historiens, le responsable de ce déchaînement de violence, c'est le préfet de police, c'est Maurice Papon. On est dans un contexte différent et en ce moment c'est le procès de Maurice Papon. Donc en fait on va changer l'information et les méchants ce ne sont plus les Algériens mais Maurice Papon. On pourrait croire que le but du reportage c'est de dénoncer, de faire éclater la vérité par rapport à ce qui s'était passé. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que le but premier du reportage, et c'est ce qui le conclut, c'est de donner une certaine image de Maurice Papon dans la tête des téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs ce qui conclut le reportage, c'est le responsable, c'est Maurice Papon. Dans le premier reportage, on nous a menti, donc on ne peut plus vraiment faire confiance aux médias, mais est-ce que dans celui-là, ils ne nous mentent pas finalement aussi, et ils montrent finalement leur vérité encore une fois? Une réponse, Jean-Luc Guénouzi? Moi, ce que vient de dire ce garçon me paraît légitime. Et je conseille à ce garçon et à ceux qui se posent ce genre de questions de creuser la question, de chercher, de se renseigner, d'enquêter, parce que effectivement, effectivement. Très bien, très peu d'images sur le moment. Un grand trou médiatique. L'affaire ressort au début des années 80, un article dans Libération, des reportages. Elle ressort surtout pour le 30e anniversaire de ce massacre au début des années 90, avec un certain nombre de documentaires qui sont alors tournés. L'un d'entre eux s'appelle Le silence du fleuve et il insiste précisément sur ces années d'occultation. C'est l'histoire d'un trou dans la mémoire, d'un événement sans précédent, hier, en plein Paris, et dont les livres d'histoire n'ont pas gardé la trace. C'est une histoire qui parle de dignité et de honte, l'histoire d'un crime étouffé. On attend depuis 30 ans pour octobre 61 que la vérité finisse par arriver, mais je suis persuadé que tôt ou tard on saura ce qui s'est passé. Et ce qui est curieux, c'est que tout le monde a oublié cette soirée-là. On n'en parle jamais.
Avec la signature des accords d'Évian le 19 mars 1962, le cessez-le-feu est accompagné d'une loi d'amnistie. Les 60 plaintes pour disparition déposées au parquet de Paris sont classées. Depuis, la chape de silence s'est fermée. Alors ça, c'était Le silence du fleuve. C'est un film qui n'a pas été tourné dans des conditions très faciles, Colombe. Oui, c'est de 1991, qui était filmé en fait pour le 30e anniversaire par Mehdi Laalaoui, qui en fait l'a financé sur ses propres moyens. Il a fait un emprunt personnel, aucune chaîne n'a accepté de le financer. C'est-à-dire que c'est un film qui a un ton assez militant et assez engagé, mais d'autres films qui ont été aussi faits pour le 30e anniversaire, comme Une journée portée disparue, qui a été financé lui par une chaîne britannique, Channel 4. Le producteur français a cherché une chaîne française, puisque c'est un événement français, il n'en a pas trouvé. Canal+ lui a dit par exemple que le sujet n'était pas assez consensuel. France 3 a accepté de donner un petit peu d'argent, donc il a été décidé. Après, je suis un des co-auteurs de ce documentaire et je connais très bien cette histoire. Une journée portée disparue. Les chaînes françaises, dans un premier temps, ça ne les intéressait pas. Et ça, c'était en 1992. Hein? Bien, ça ne les intéressait pas. Et il a fallu que ce soit une chaîne britannique, Channel 4, qui soit, elle, intéressée. Et il se trouve que ce documentaire a obtenu un grand prix international, le FIPA d'or. Bien. Et suite à ça, ça a été diffusé par France 3, alors, qui avait apporté ensuite un peu d'argent. Ce documentaire, c'était minime. Absolument. Ce documentaire dont vous êtes le co-auteur insiste aussi, comme les autres, sur l'occultation de cette journée, mais en ne mettant pas tout, si j'ose dire, sur le dos du pouvoir de l'époque et en examinant d'autres hypothèses. On regarde. Le 1er janvier 1962, en présentant ses vœux aux forces de police, Maurice Papon se félicite d'avoir réussi à étouffer l'affaire. L'intention des adversaires de la préfecture de police de mettre en place une commission d'enquête a échoué. Si la responsabilité du massacre incombe au gouvernement, la responsabilité de son oubli repose aussi sur les partis traditionnels de la gauche, qui ont su ce qui s'était passé et qui n'ont jamais organisé aucune grande protestation. À peine quelques mois plus tard, un autre événement occulte totalement le massacre des Algériens. L'OAS, organisation d'extrême droite, lance une vague d'attaques terroristes. Cette fois, le Parti communiste appelle à une grande manifestation. Le 8 février 1962, au métro Charonne, 10 manifestants sont tués par la police. Tous sont français, tous communistes. Au fil des années, même dans la communauté algérienne de Paris, la mémoire du 17 octobre se confond avec les événements de Charonne. Alors que les morts de Charonne aient peut-être pu contribuer à pousser ceux du 17 octobre plusieurs mois plus tôt dans la fosse de l'oubli, un autre témoignage semble le confirmer, celui de l'écrivain Farid Aïchoun, filmé dans une série sur la guerre d'Algérie, une série de Benjamin Stora et Philippe Alfonsi. J'avoue que c'était sorti de ma mémoire. Et ça a été occulté par un autre événement qui est Charonne. Mais alors que j'ai participé à ces 10 événements, et c'est complètement sorti. Et j'ai redécouvert ces événements en lisant des livres sur la guerre d'Algérie à l'âge de 19-20 ans. Est-ce que vous avez eu aussi le sentiment qu'il y a eu pour une partie de la gauche française, et notamment la gauche communiste, la tentation de distinguer les bons et les mauvais morts, ceux qu'on commémore et ceux qu'on oublie? On peut dire ça, oui, rapidement, je pense que c'est à peu près ça. Je voudrais revenir sur une chose quand même, hein, sur les brutalités, on dit des brutalités policières, on a eu beaucoup des brutalités policières de différentes natures, mais dans les témoignages que nous avons pu obtenir, parce qu'il y a la télévision, puis il y a la radio quand même, on a fait quelques séries d'émissions sur ce sujet. On a un policier qui nous dit que il veut rentrer chez lui, il prend son vélo et il trouve pas de cap de frein. On a enlevé les caps de frein de son vélo pour égorger des gens. Ça dépasse largement de simples brutalités policières. C'est quand même quelque chose de très important. Et il faut quand même pas oublier surtout la base de tout ça, c'est qu'en 1830, la France a colonisé un pays. Il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel de cette histoire. Sur Charonne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de terrible à voir la manière dont se déforme la mémoire des événements et à voir finalement ces 100, 200, 300 morts, on ne sait pas, algériens d'octobre 61, précipités dans l'oubli aussi
par les morts français communistes commémorables de Charonne. Mais ça nous interroge sur ce qu'est la mémoire, sur les cheminements de la mémoire. Et puis, il y a eu pas mal, beaucoup d'autres morts jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu aussitôt l'OS, il y a eu quand même 41 morts à la rue d'Isly. Après l'indépendance, il y a eu le massacre des Harkis, il y a eu le massacre des Français à Oran, et 200 personnes. Il ne faut pas oublier que c'était un fleuve, cette guerre a été atroce. Et elle s'arrêtait grâce au général de Gaulle. Donc il y a eu un espèce de soulagement. On se dit, tiens, la guerre est terminée, et on va, d'une part, à droite, profiter du gouvernement Pompidou, et peut-être à gauche, préparer les événements de mai 68. Donc il y a eu une accélération de l'histoire qui fait que... Il faut dire ce que dit M. Melnik est très important, c'est de ne pas oublier qu'il y a eu d'autres, vous allez avoir après cette émission, des gens dont des pieds noirs, des harkis qui vont vous harceler en vous disant n'oubliez pas ce qui s'est passé ensuite à Alger, n'oubliez pas les massacres de pieds noirs et de harkis. Et effectivement, avec c'est une conversation comme celle-là, où nous déclenchons tous à nouveau, et Jean-Luc Hénaudi le sait très bien, une mémoire douloureuse qui est celle de l'Algérie, et qui se renvoie pour l'instant, on est encore dans une situation où chacun se renvoie sa douleur, et on arrivera peut-être un jour à essayer de faire une sorte de communauté des douleurs autour de ce qui a été un drame épouvantable pour tous. J'espère que le 17 octobre 61 ne sera pas le symbole de la guerre d'Algérie. J'espère qu'il y aura d'autres symboles, notamment la paix des liens. Oui, mais M. Melnik, n'ayez pas trop cette crainte quand même, parce qu'il faut tout de même être raisonnable. Hein. Il a fallu attendre 1997 pour qu'on parle de personnes qui ont quand même été tuées. Le problème, il a fallu attendre 20 ans, ce qui est déjà beaucoup. Non, mais qu'on en parle très largement. Non, mais quand je dis qu'on en parle très largement, que ça sorte d'une sphère assez réduite quand même. Bien, il a fallu attendre 36 ans. Alors, ne dites pas on n'en est pas là, hein. On n'est pas le grand danger. Actuellement, le problème, c'est par exemple l'ouverture des archives. Qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Que toute la vérité soit faite là-dessus, comme sur le reste. Si besoin est. Très bien, merci à tous. Nous reparlerons de l'ouverture des archives ultérieurement. Daniel Mermet nous a prévenu qu'on allait avoir des réactions. On les attend, on y répondra. Et même pour favoriser ces réactions, nous redonnons, comme chaque semaine, notre adresse postale et l'adresse de notre boîte internet. Nous serons rediffusés jeudi à 14h30 et un prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h25. Au revoir.